Bonjour à tous, bonjour Clément, Bonjour Mathieu, bonjour à tout le monde. bienvenue à toi, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans ce nouveau podcast Cargo Family. Eh ben écoute, le plaisir est partagé. Donc merci d'être avec nous. Donc je prends rapidement la main et après c'est toi qui vas nous raconter ton parcours et toutes les anecdotes de ton métier. Donc nouveau podcast Cargo Family, donc la plateforme dédiée au secteur transport et logistique. On a un métier avec des acteurs passionnants, des métiers qui innovent, assez variés et qu'on connaît pas assez. Donc nous, Cargo Family, on veut vous donner la parole. On veut que les acteurs nous partagent leur quotidien et c'est pour ça qu'aujourd'hui on reçoit Clément Milon, qui est donc consultant logistique. Donc je vais pas spoiler, mais ça va forcément parler de la logistique, du transport. On va parler beaucoup d'entrepôts parce que si je me trompe pas, tu es donc spécialiste en optimisation et gestion d'entrepôts. Donc ça, c'est Exactement. je te remercie d'être là parce qu'on a reçu un ancien consultant logistique euh, qui était lui spécialisé en WMS. Donc là, c'est vraiment encore un autre métier. Donc moi, c'est un métier que je connais beaucoup moins que le transport et j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques phrases en quoi consiste ton métier de consultant logistique? Ouais, avec plaisir. Écoute, je dirais que j'accompagne les entreprises. C'est vraiment cette démarche d'accompagnement sur l'optimisation et la transformation de leur logistique, avec pour objectif de la rendre évidemment plus efficace et de résoudre les éventuels dysfonctionnements, et aussi d'aligner leur logistique à leur objectif business. Ok, bah tu vois, en une phrase, moi j'ai pas mal de questions pour toi. Je vais pas te les poser tout de suite. J'imagine que tu as une petite expérience professionnelle avant d'être devenu consultant. Donc l'idée, c'est qu'on va suivre le fil rouge de ton parcours. Et déjà, la première question que je pose à tous les participants, comment t'es arrivé dans le transport et logistique? Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est une vocation? Dis-nous comment on arrive là-dedans. Eh ben écoute, moi c'est par le plus grand des hasards. J'ai pas de formation logistique au départ, plutôt une formation généraliste management commerce, avec un début de carrière plutôt effectivement dans la partie commerce en tant que directeur de supermarché. Et c'est au travers d'une expérience chez Lidl où je suis tombé dans la logistique. En fait, on m'a confié le rôle de pilote pour développer tout un nouvel entrepôt pour tout ce qui est marchandises non alimentaires qui mettent toujours d'ailleurs toutes les semaines en promotion dans leur magasin. Et en fait, ils avaient un gros souci de surstock puisque ces marchandises ne se vendaient évidemment pas à 100%. Et les stocks restants, les invendus, venaient scléroser complètement et saturer les magasins et les entrepôts régionaux. Et donc voilà, on m'a confié le challenge de définir toute une organisation logistique et surtout d'ouvrir un entrepôt et de définir toutes les règles de gestion de cet entrepôt pour tous ces produits. Donc c'est vraiment comme ça que je suis arrivé dans la logistique et pour y rester, j'y suis encore. C'était il y a un peu plus de 12 ans. Ok. Donc pour y rester pendant 12 ans. Bon, tu vois. Et déjà à chaque fois, moi je me sers de vos histoires et c'est juste génial, c'est de se dire que la logistique, elle est pas si loin que ça. Alors on commence à le savoir parce on voit les dépôts Amazon grossir d'un peu partout. Mais en fait, tu vas chez Lidl, tu fais tes courses, en fait, il y a de la logistique juste avant, en amont. Et donc oui, la logistique, elle touche du doigt le grand public, et pourtant on nous connaît pas. C'est fou quand même, non? Ouais, clairement. Moi, j'ai l'habitude de dire que la logistique, il y en a partout et même chez toi, dans ton quotidien, tu fais de la logistique sans le savoir. Mais oui, elle est en tout cas essentielle et vitale à toutes les chaînes de valeur et à tous les process. Ouais. Tu sais que même sur la base, même certains professionnels, euh, on a du mal des fois à définir la logistique. Parce que j'ai l'impression, est-ce que c'est de la préparation de commandes? Enfin, moi, j'ai l'idée, hein, j'ai déjà travaillé, mais on sait jamais où elle commence, où elle s'arrête. Comment t'expliques, toi, je sais pas, tu croises ton voisin dans la rue, comment tu lui expliques ce que c'est la logistique? Ah, écoute, j'avais eu cette difficulté-là avec mes enfants quand ils étaient plus petits. Ils comprenaient pas grand-chose à mon métier. Donc j'avais vulgarisé énormément en disant effectivement que je déplaçais des boîtes de petits pois. C'est à l'époque où j'étais encore justement chez Lidl. Et après, j'avais trouvé aussi
un angle différent pour expliquer ce que c'était, notamment quand j'ai dû intervenir dans un collège l'année dernière. En fait, je leur ai expliqué comment serait le monde s'il n'y avait pas de logistique. Voilà, j'ai un peu inversé le paradigme. Et c'est là où tu t'aperçois que effectivement, s'il n'y avait pas de logistique, les magasins seraient vides, il y aurait pas de médicaments dans les entrepôts, il y aurait plus du tout de commerce international, avec tout ce que ça découle en termes de diplomatie et autres. Et finalement, chacun devrait produire chez lui ce qu'il consomme. Donc voilà, c'est là où tu vois l'importance de la chaîne logistique. Et j'aime bien effectivement quand déjà j'aime bien éduquer les jeunes générations à nos métiers. C'est un peu le but de ce podcast. Alors ça suffira pas, mais l'idée c'est essayer de transmettre effectivement qu'on est essentiel. On l'a vu, on le répète avec chaque invité pendant le Covid. Heureusement qu'il y a la logistique pour pas amener les camions, c'est peut-être la partie transport, mais pour gérer les palettes de masques, pour gérer les entrepôts. Et est-ce que tu es d'accord avec cette vision? C'est peut-être la mienne, d'accord? Je vais peut-être me fâcher avec une partie du public. Je trouve que la logistique et le transport, on est plus cousins, on est complémentaires, mais pour moi, c'est deux métiers différents. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision-là? Je suis 100% d'accord. Alors moi, je vois le transport comme une composante de la logistique, qui elle-même va être une composante de la supply chain. Mais oui, c'est deux métiers complètement différents, deux expertises et deux spécialités différentes, avec chacun des spécialistes. Moi, en tout cas, c'est cool qu'on partage la même vision. Et en plus, je pense que c'est quand même partagé. Moi, par exemple, j'ai fait un BTS transport à l'époque, qui n'était pas transport et logistique. Souvent, les mots sont associés. Et je vois, moi qui travaille pas mal avec les écoles, je vois des bachelors spécialisés logistique, des bachelors transport international. Et donc, ça y est, quand même, en général, on a compris quand on fait des études bien spécifiques que si on forme un métier logistique, c'est pas forcément un métier transport. Je dis pas que là, on peut passer d'un à l'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans les têtes, la logistique, votre métier, c'est un vrai métier à part. Ouais. Et, c'est vrai que pourquoi t'associes notamment le grand public la logistique au transport? Quand on va parler de logistique à quelqu'un qui s'y connaît pas, ce qu'il voit tout de suite, c'est évidemment le camion sur la route. Mais bien sûr que c'est beaucoup plus large et il y a différentes spécialités. Ouais. Donc, je reviens sur le fil rouge. Forcément, vous nous connaissez, voilà, on va commencer à parler de différents sujets. Nous, c'est pas qu'on est passionné, mais on adore ça. Donc moi, je suis trop content de rencontrer un cousin. Comme je vous dis, la logistique, moi, je suis transport. Je suis quand même vraiment 15 ans de transport en transport international. Donc vraiment, je prends un maximum de valeur sur cet échange. Donc le fil rouge, tu commences. Donc t'es chez Lidl, on te confie la mise en place d'un entrepôt ou peut-être l'optimisation. Je pense qu'ils avaient déjà un entrepôt. Non, la mise en place, c'était vraiment, je suis parti vraiment de zéro. Pour te dire, en plus le projet a été mené assez rapidement et les premiers camions qui arrivaient sur les quais, j'ai dû aller emprunter un tire-palette manuel à l'entrepôt d'à côté pour pouvoir décharger les premiers camions. Donc on est vraiment parti de zéro. C'est le terrain, c'est là quand même qu'on ressent un peu l'âme, et les gens vont penser que je suis un poète, mais l'âme du cargo, l'âme du fret, c'est quand même sur le terrain. Et moi, je partage petite anecdote. Quand j'ai commencé en alternance chez Epner, donc première expérience dans le transport, j'étais alternant dans le service commercial et en fait, le responsable d'agence, il me dit, tu vas aller 2 semaines sur le quai, dans l'entrepôt. Ouais. Et pareil, prendre le tire-palette, aller préparer les palettes le matin, optimiser. Et parce qu'il avait raison, pour vendre le service complet, fallait comprendre à la fois la logistique du magasin, le service transport, et en fait, pour le comprendre, faut le vivre. Donc, bienvenue au club, Mais complètement, et on reparlera de mon rôle de consultant, mais moi je ne me voyais pas faire consultant et je me vois pas faire consultant si j'avais pas cette expérience au départ opérationnelle. Alors t'en as beaucoup, des consultants qui deviennent consultants en sortant de l'école, mais moi je pense que j'ai vraiment cette force-là en plus. D'avoir vécu le terrain, ce qui me rend, je pense, plus pertinent dans les échanges avec les clients. Ah, j'en suis sûr. Donc là, on revient chez Lidl. Est-ce que tu restes là-bas? C'est quelque chose qui te plaît? Comment ça évolue tout ça? Ouais, écoute, le projet s'est plutôt très bien passé. Donc j'ai déployé effectivement toute l'organisation. J'ai mis ensuite l'entrepôt sur sur sa vitesse de croisière. Et après j'ai fait une passation avec un directeur d'entrepôt
qui lui devait assurer plus la rotation. Derrière, du coup, on m'a confié la direction d'une base logistique régionale Lidl classique, hein, qui livrait donc là plutôt orientée alimentaire, qui livrait les 60-70 magasins de la région tous les jours sur toutes les familles de produits. Ouais. C'est là où je suis arrivé dans le nord d'ailleurs, hein, à côté de Lille. Là aussi pour y rester depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et enfin sur cette deuxième expérience chez Lidl, là par contre il y a eu la frustration. Alors je m'éclatais effectivement sur le terrain, mais la frustration c'était d'observer des dysfonctionnements ou en tout cas des choses qui pouvaient mieux marcher. Sauf que en tant que directeur d'entrepôt, ton horizon c'est la fin de journée. Tu dois être sûr que tu es livré tes bonnes quantités de produits à tous tes magasins. Et voilà, c'est ton objectif. Et tu as tout le temps la tête dans le guidon par rapport à cet objectif. Donc tu n'as clairement pas le temps de te pencher sur l'amélioration de tes process, sur tiens, ça, comment est-ce que ça pourrait mieux marcher, et si je mettais en place cette organisation ou cet outil, est-ce que ça marcherait mieux, etc., etc. Donc c'est en sentant cette frustration que j'ai commencé à regarder un peu plus du côté ce qu'on appelle fonctionnel et du côté conseil. Et c'est comme ça que je suis arrivé plutôt dans la partie conseil en logistique. Ok. Tu sais, c'est hyper cohérent parce que dans ces différents métiers, que ce soit transport logistique, c'est souvent des métiers où il y a une grosse charge de travail. Pourquoi? Parce que ça doit, que ça soit dans le transport, pareil, ça doit toujours partir dans les temps. T'as des timers, ce qu'on appelle des clôtures à respecter. Je pense qu'en logistique, pareil, il faut que les cut-off, oui. les cut-off, tu vois, c'est ça. Et je comprends que ça doit être frustrant de voir ce qui va pas, et se dire j'ai pas le temps d'amener les mesures correctives nécessaires peut-être pour gagner en fait finalement en efficacité. C'est ça, c'est perdre du temps pour en gagner quoi quelque part. Mais après voilà, c'est deux rôles différents. Le rôle du manager opérationnel de terrain en entrepôt, il est super nécessaire pour driver, rythmer, etc. sur toute la journée. Et à côté, tu as des rôles plus fonctionnels qui vont agir sur l'organisation à plus moyen terme. Okay. Écoute, moi je suis un peu curieux parce que j'ai déjà traversé des grands entrepôts avec des palettes. Mais je me demande un petit peu, donc c'est quoi votre rôle? C'est de vous assurer l'entrée, il faut que ça sorte tout de suite, vous stockez, c'est un mix entre les deux, c'est que de la palette, c'est du petit colis, qu'est-ce que tu gères au quotidien là, sur cette grande... T'as des dizaines, voire des centaines de situations et d'organisations différentes. Ça va évidemment dépendre du secteur d'activité, de ta stratégie logistique, etc., etc. Dans l'alimentaire, évidemment, tu vas tout faire pour être presque en juste à temps, donc recevoir ta marchandise et la renvoyer vers tes magasins le plus vite possible, parce que tu es tenu par cette date, notamment sur les produits frais, qui ont une date limite de consommation, et donc tu veux que le client ait la date la plus grande possible. Donc clairement, tes yaourts, tu vas pas t'amuser à les réceptionner, à les stocker pendant 4, 5, 6 jours, et puis au fur et à mesure à aller les préparer pour les envoyer dans tes magasins. Là, on est plus sur ce qu'on va appeler du cross-dock. Okay. Donc tu reçois, tu dispatches entre tes différents magasins, et si tu veux, ça passe tout de suite de la réception à l'expédition quasi. Ok. Tiens, je creuse. Alors, je sais pas si tu peux donner toutes les infos, tu me dis, mais ça veut dire que donc, par exemple, un magasin comme Lidl, ils ont je sais pas si on l'appelle centrale d'achat ou en tout cas cet entrepôt général. C'est quoi? Tu reçois directement la marchandise des fournisseurs et ensuite tu dispatches sur les Lidl de France. C'est comme ça que ça se passe? Il y a un intermédiaire. J'ai oublié un intermédiaire dans le fonctionnement. Non, globalement c'est comme ça. Effectivement, il y a un certain nombre de bases régionales sur toute la France pour couvrir tout le territoire de la France. Et chez Lidl, chaque base va desservir, je te dis, entre 60 et 80 magasins. Et tu reçois, oui, la marchandise directement des fournisseurs pour les plus gros fournisseurs. Et après, tu as des plus petits fournisseurs qui passent par ce qu'on appelle des grossistes ou des groupements de fournisseurs. Ce qui leur permet de mutualiser leur quantité. Une autre question à ce niveau-là, parce que c'est vraiment, moi, je suis curieux. Et que les gens réalisent quand même. Tu m'as parlé de 60 à 80 magasins que vous livrez en direct. Enfin, ouais. J'imagine, donc c'est tous les jours, c'est quoi? C'est un camion par magasin? Ou ça peut être plusieurs camions par magasin? Mais c'est énorme déjà, ça fait plus de 80, c'est quoi? C'est des semi-remorques ou c'est des qui partent
Ouais, c'est des semi-remorques. Alors enfin, t'as des magasins plus ou moins gros, hein, donc certains magasins effectivement absorbaient au moins un semi-remorque par jour. Ok. Pour d'autres, tu mets selon ta tournée de livraison, tu mets plusieurs plus petits magasins dans un semi-remorque et puis il fait sa tournée du laitier, j'allais dire. Ok. Euh, Sachant qu'après, enfin chez Lidl, les magasins sont plutôt petits. Quand tu vas être sur du Carrefour ou du Auchan, là c'est clairement plusieurs camions, enfin plusieurs camions frais, plusieurs camions secs, etc. par jour. Ok. Et est-ce que ça veut dire qu'en tant que responsable du magasin, de l'entrepôt, je dis magasin, c'est une vraie déformation professionnelle. Tu sais que chez les transitaires, je sais pas pour quelle raison, on appelle l'entrepôt le magasin. Alors, Oui, oui, oui. et Et, alors, et, et dans l'entrepôt, tu vas appeler souvent la partie stockage, ça va s'appeler ouais, le magasin. ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, on va essayer de parler avec le mot entrepôt. J'aime bien en anglais, c'est warehouse. En Oui, 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 anglais, oui. il y a qu'un seul mot. Il n'y a pas de débat. C'est ça. Et donc, je me demandais, est-ce que tu étais aussi responsable, ça veut dire de l'optimisation des camions? Donc, pour ceux qui expliquent, bah, l'optimisation des camions, c'est de charger un maximum le camion pour qu'il roule pas à vide. Hein, c'est toujours le. Donc, c'est aussi vous qui êtes responsable de ça? Ouais, c'était de ma responsabilité. J'avais notamment sous ma responsabilité un cadre expédition Ok. dont le job avec son équipe, c'était de vraiment d'optimiser à la fois les chargements et les tournées. Alors enfin, je te rejoins, hein, le but c'est de remplir un maximum les camions, mais c'est toujours un juste milieu entre le remplissage du camion, le temps que va te prendre ta tournée et les kilomètres de ta tournée. T'as un peu ces trois dimensions-là, et puis tu vas essayer d'obtenir le meilleur optimum sur ces trois dimensions-là. Ok. Et là, je vais rebondir avec Valentin qui m'avait vraiment bien informé sur les systèmes. Est-ce que t'es aidé, alors que ça soit pour la gestion des stocks, les entrées, les sorties ou pour l'optimisation des camions, est-ce que t'es aidé par des logiciels, des WMS ou des choses qui t'aident justement à organiser tout ça, ou est-ce que c'est fait manuellement? Alors c'est fait de moins en moins manuellement. Enfin aujourd'hui, je vois plus d'entreprises un peu significatives qui le font manuellement. Après, ce qui va dépendre, enfin là tu vois chez Lidl, les outils informatiques étaient développés en interne en fait, donc vraiment vraiment adaptés aux besoins. Mais à côté de ça, enfin quand j'interviens chez des plus grosses entreprises, des gros clients de la région, maintenant c'est des WMS et des TMS du marché. Ouais. Ok. Donc, je reviens sur l'expérience. Donc là, clairement, chez Lidl, tu gères tout l'entrepôt. Tu manages une équipe de combien de personnes pour donner un ordre d'idée? Bah écoute, sur tout l'entrepôt, on était à, je veux dire, 150 personnes, et moi en direct, je manage 3 cadres et une dizaine d'agents de maîtrise, chef d'équipe. Ok. C'est costaud déjà, hein. C'est Avec, un bel effectif, ouais. Ouais. j'imagine en plus avec des horaires, j'imagine que les livraisons, faut arriver tôt. Tu peux finir, enfin, j'imagine des horaires assez flexibles. Peut-être des rotations, des gens qui bossent de nuit ou pas, ou non, quand même Alors pas. de nuit non, enfin ou en tout cas très rarement. Chez Lidl, on était en 2-8, donc En de voilà, 8. ouais, de shift. Ouais. Ok. Parce que pour moi qui ai connu les services AOG transitaires en 2-8 et en 3-8, c'est quand même une organisation qui est pas si facile que ça, hein. Donc quand tu as une équipe de 10 personnes à gérer entre les congés, les malades, les matins, l'après-midi, je peux pas. Je te trouve très humble parce que c'est pas facile du tout. Non, 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 c'est clair. Enfin, c'est un vrai métier, et enfin c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, effectivement, hein, des responsables, des managers opérationnels. Enfin, il en faut, et c'est un vrai métier, et c'est des vraies qualités. Ouais, complètement. Et Et donc, enfin, c'est vrai que la population, on va dire, des opérateurs et des préparateurs logistiques, c'est voilà une population spéciale aussi, euh, c'est pas beaucoup, qui, enfin, il y a beaucoup, alors c'est peut-être une vision totalement biaisée, mais c'est beaucoup d'intérimaires. On se trompe ou non, il y a peut-être, je sais pas pourquoi de l'extérieur, on imagine beaucoup d'intérimaires. C'est peut-être à force de voir les annonces, bah, je sais pas. mais ouais, mais là aussi, ça dépend énormément des secteurs. Enfin, sur des secteurs plus, comme on dit, bien grande consommation, étant donné que ça va être très saisonnier, que tu vas avoir ton pic d'année, etc. Là, il faut que enfin, t'es obligé de faire appel à de l'intérim. Nous, après, dans l'activité Lidl alimentaire, c'était quand même un peu plus lissé, donc on D'accord. pouvait avoir enfin, une base Bah, d'effectifs stable, une équipe en stable. CDI. Ouais, ouais, Ok. tout à fait. Ouais. C'est vrai que tu sais, c'est en parlant aussi avec un recruteur en logistique qui me disait, en logistique, si tu gères tes pics de saisonnalité,
parce que qui dit pic, bah forcément dit équipe en plus. Il me dit bah c'est bon, t'as du succès. Si t'anticipes pas, et c'est vrai que nous dans le transport, même là tu me disais Ouais. moi c'est plus stable parce que oui c'est ça tourne. Mais apparemment je découvre ce métier où t'as certains pics et effectivement bah si t'attends qu'il arrive, en gros bah T'es mort. on est d'accord. Donc ça j'imagine que tu le conseilles à tes clients. Donc je reviens donc là vraiment dès la fin de Lidl. Où tu t'aperçois que t'as pas le temps de mettre en place toutes les améliorations que tu souhaites, tu passes tout de suite consultant. Ça y est, Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Alors au départ, j'étais dans un cabinet de conseil parce que je me suis dit bon, se lancer consultant c'est bien, mais il faut mieux le faire dans une structure. Donc j'étais voilà consultant dans un cabinet de conseil, un petit cabinet de la région pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, je me suis dit mais finalement je peux tout à fait faire le même job de manière indépendante. Donc j'ai pris mon envol et l'idée c'était aussi vraiment de le faire de manière libre et transparente. Moi, c'est la posture et la règle que je me donne. Tu parlais tout à l'heure notamment des outils informatiques, ou on peut parler des prestataires logistiques, etc. Évidemment, on se doit de les connaître et de connaître leurs prestations, etc. Mais moi, je veux que mon conseil, je le donne, enfin ma recommandation, ça soit une recommandation que je fais parce qu'elle est pertinente et pas parce que je suis lié commercialement avec tel ou tel prestataire. Ok, j'ai compris. Ce qui est bien, c'est que tu te dis, je vais donner le conseil qui convient au client. Et peut-être que de temps en temps, quand tu es dans une structure, on te demande un peu d'orienter. Alors pas forcément de mal conseiller le client, c'est pas ça. Mais en gros, entre deux logiciels, on va peut-être t'orienter avec celui avec qui on a un partenariat. Mais ça se fait dans beaucoup de métiers. Hein. C'est pas à partir du moment où le logiciel est bien, pourquoi pas. Mais là, tu t'es dit non, j'ai vraiment envie de donner mon conseil, le conseil Clément. Ouais, et aussi, l'aspect, voilà, pouvoir choisir ses missions, pouvoir choisir ses clients, là où j'ai la plus grosse valeur ajoutée, et puis là où j'ai le plus gros intérêt aussi à aller intervenir. Ouais. Ok. Bon, alors en gros, pour qu'on comprenne bien, moi aujourd'hui, je suis un industriel. Je vais t'appeler. J'ai un consultant logistique. Qu'est-ce que tu amènes? Quelle est ta plus-value? Qu'est-ce que tu vas amener aux équipes? Est-ce que tu viens sur place? Est-ce que tu conseilles à distance? C'est quoi ton service quand tu arrives chez un client qui a besoin? Bah écoute, c'est très très varié. Il y a pas deux missions et il y a pas deux clients qui vont se ressembler. Moi j'aime bien comme clé d'entrée en fait définir. Alors ça vient des concepts de co-développement, mais définir ce qu'on appelle les 3 P. Donc est-ce que le client il a plutôt un problème, donc typiquement il a sur un de ses entrepôts sa productivité qui est en baisse, ou alors il n'arrive pas à sortir le nombre de commandes qu'on attend de lui chaque jour, donc plutôt un problème de productivité. Donc là, ça va être plutôt du one shot avec une mission d'audit, d'aller observer, d'aller analyser les datas, d'aller échanger avec les opérateurs sur la dalle, etc., pour voir qu'est-ce qui dysfonctionne et comment est-ce qu'on pourrait le faire mieux. Le deuxième P, c'est est-ce que le client il a une préoccupation? Donc là, il n'a pas encore le problème, mais on va dire qu'il se projette un peu quelques mois ou quelques années plus loin, et il se dit il faut que je regarde comment est-ce que je veux organiser ma logistique, si je veux rester compétitif, si je veux prendre des parts de marché en plus, ou alors à un horizon beaucoup plus proche, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Tiens, je suis au mois d'avril, je veux déjà anticiper comment est-ce que je vais passer ma peak période de fin 2025. Donc là, il peut faire appel à un consultant comme moi, effectivement, pour le conseiller sur tous ces aspects. Et le troisième P, c'est le P de projet. Donc là, quelque part, le client, il sait ce qu'il veut faire dans les grandes lignes. Il a la vision et puis il va appeler un consultant logistique pour piloter ce projet. Donc là, on est plutôt sur des projets de transformation de la logistique, de la supply chain, ou sur un projet, on en parlait tout à l'heure aussi, de déploiement d'outils, un changement de WMS. Effectivement, tu as tout l'aspect outils informatiques, etc. Mais il faut absolument que tu prennes en compte ton organisation métier.
et tes besoins fonctionnels pour choisir déjà et paramétrer correctement ton outil. Écoute, déjà c'est hyper clair. Tu vois, moi je connaissais pas vraiment votre métier et je vois un peu tout de suite. Voilà, ok, je vois. T'arrives, ce que tu peux amener, ce que ça peut changer. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux répondre à tous les besoins, tout industriel? Est-ce que ça t'est arrivé des fois de dire non à une mission parce que c'était pas peut-être dans ton scope, ou est-ce que tu es spécialisé dans certains secteurs? Ouais, enfin, j'allais dire très souvent. Je fais pas monde difficile non plus. Je suis tellement demandé, je prends une mission par an, donc les gars, dépêchez-vous, hein. Exactement, exactement. Et la 2025 est déjà prise. Non. Moi, c'est plus, comme je te disais tout à l'heure, je veux être convaincu de pouvoir avoir de la valeur ajoutée par rapport au client et d'être le meilleur profil pour répondre à son besoin. Donc, c'est vrai que l'exemple qui va revenir le plus souvent, c'est justement sur la frontière entre l'IT et le côté métier opérationnel. Et souvent, les clients font appel à un consultant logistique pour, par exemple, effectivement, être conseillé sur un logiciel WMS ou sur leur paramétrage de leur outil WMS ou TMS. Mais moi, je vais sentir rapidement que la mission, finalement, elle est peut-être un peu plus technique et IT que métier. Et dans ce cas-là, je vais dire au client, non, il y a des gens. Tu parlais de Valentin tout à l'heure, il y a des gens bien mieux placés et bien plus experts sur ces domaines que moi. Et à l'inverse, moi et les collègues me renvoient des clients sur ces aspects-là. Je vais être vraiment spécialisé sur ce qui est métier par rapport à un consultant plus IT. Ouais. Ok, non, c'est intéressant, effectivement. Je pense que plus on est spécialisé dans un métier, et faut foncer quand c'est notre spécialisé, il faut pas hésiter à passer la main. On en parlait tout à l'heure, j'avais Cyril Leroy qui est en formation et qui disait, bah, il y a un formateur qui fait l'aérien, l'autre qui fait le maritime. En fait, on fait pas on fait pas les deux, on spécialise dans un secteur. Donc ça, c'est bien pour les clients, parce qu'en fait, j'imagine que quand on prend un consultant, on a besoin d'une vraie technicité. On n'est pas là pour survoler. Je pense que tu vas sûrement creuser. D'ailleurs, c'était la question qu'on a mis une note. Ça veut dire que tu te déplaces, j'imagine, sur site. Est-ce que c'est un accompagnement peut-être visio et sur site, ou alors que sur place? Est-ce que tu prends des missions toute France? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ouais, alors effectivement, le déplacement et le travail sur place est incontournable. Tu peux pas faire consultant logistique en 100% remote. Merde. Ça n'existe pas. Il y en a qui ont essayé. Mais non, il faut vivre le terrain. Après, il y a une appétence plus ou moins grande et tu peux aller plus ou moins sur le terrain. Enfin, moi, je sais que c'est l'une de mes cordes fortes et j'aime bien y aller. Et de toute façon, je suis persuadé que c'est là que tu trouves un maximum de solutions sur le terrain en observant et en échangeant avec les opérationnels. Mais à côté de ça, il y a aussi une grosse partie du travail, en chambre ou en back office qui peut se faire à distance sur tout le travail d'analyse déjà, après toute la rédaction de tes préconisations, toute la partie livrable aussi, dans le métier du consultant. Ouais. Ouais, j'imagine. Les process, on regarde, j'imagine. Enfin, moi, je vois un peu comme ça. J'analyse, je vais sur place, j'analyse. Parce que je me vois déjà. Ouais, c'est ça. Ouais, tu prends un maximum de data, d'informations. Peut-être je reviens pour la mise en place, et puis peut-être un petit audit pour finir à la fin pour voir si c'est bien mis en place. Ouais, pour ajuster effectivement selon les préconisations et les résultats que tu obtiens pour ajuster l'ensemble. Ouais, tout à fait. Et après, sur le périmètre d'intervention, effectivement, je suis capable d'intervenir toute France et même à l'international. Dans plusieurs missions, j'ai eu un client qui était basé dans le Nord, mais qui vend dans tous les pays. Donc, dans ce cas-là, tu interviens. J'ai eu, j'allais dire la chance. Je le prends comme une chance, mais d'être intervenu en Russie pour un client. Okay. C'est vrai que c'était il y a quelques années. Je me dis que j'y retournerai pas de sitôt. Donc, j'ai coché la case. Et après, c'est vrai que j'ai quand même la chance que la région Nord-Pas-de-Calais et Hauts-de-France soit suffisamment positionnée sur la logistique et qu'il y ait suffisamment de clients pour finalement avoir un maximum de missions sur place. C'est bien, ok. Et donc, ça veut dire, si tu vas à l'étranger, donc forcément, je pense que c'est en anglais. Oui.
Donc, il y en a beaucoup. Dans le transport international, on dit il faut parler anglais. C'est bien de parler anglais aussi en logistique. Parce que ça, Oui, 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 c'est ouais, à la fois dans le conseil et dans le conseil en logistique, effectivement. Oui, l'anglais, dès que tu vas aller dans un pays étranger, évidemment, la langue d'échange, ça va être l'anglais, la langue commune à tous. Donc, ouais, c'est quand même conseillé. Ok. Donc là, tu me disais que 2025, même si on le disait en souriant, est déjà bien chargé. Ça veut dire que là, il y a pas mal de missions, il y a pas mal de. Qu'est-ce qui se fait en ce moment? Tiens, c'est quoi? T'es plus sur tes prochaines missions, sans donner les noms des clients, bien sûr. C'est quoi? C'est plus de l'optimisation entrepôt, gestion de livraison. C'est quoi la prochaine mission, par exemple, là, si tu peux me donner? Écoute, c'est non, non, c'est plutôt à des niveaux tactiques, voire stratégiques. C'est des choses qu'on voit notamment depuis le Covid, où les entreprises cherchent à transformer leur logistique et du coup se demandent comment effectivement transformer et rendre fluide beaucoup plus fluide leur logistique. Donc c'est plutôt des missions de réflexion stratégique. Ouais. Une question, ça, justement. Je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, dans la logistique, que ça soit l'IA ou les robots, bah d'ailleurs, moi, je suis allé au SITL là, il y a 2 ans, on voyait que la logistique et c'était que du robot, de l'automatisation. Est-ce que tu penses que c'est le futur de la logistique, justement, que tes clients demandent? On tend vraiment vers cette partie robotisation. Est-ce que les emplois sont pas menacés? Je sais que ça fait beaucoup de questions en même temps, mais comment tu le vois, toi, justement, ce futur et comment tu l'amènes à tes clients? Qu'est-ce que tu leur vends pour demain? Ben, écoute, oui, oui, l'automatisation, c'est, enfin, j'allais dire c'est la tendance de demain, mais même plus, c'est la tendance d'aujourd'hui. Alors, il y a encore un certain nombre d'entrepôts qui sont 100% manuels. Mais tous les clients à partir d'une certaine taille, évidemment, pensent à l'automatisation. Mhm. Après, c'est ce que je leur dis toujours, et en tout cas moi c'est ma conviction, c'est qu'il faut pas automatiser pour automatiser parce que le concurrent a fait pareil ou que ça va donner une image de modernité. L'automatisation, tout comme un outil IT, ça vient bien en réponse d'un besoin ou d'une problématique. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tu as un certain nombre de facteurs qui fait qu'il y a un besoin d'automatisation et notamment sur la pénurie de main d'œuvre qu'on a connu avec un pic post-Covid, mais qui est toujours présente, surtout sur ce type, j'allais dire, d'emploi d'opérateurs logistiques dans les entrepôts. Donc non seulement effectivement cette pénurie-là, le besoin de plus en plus de flexibilité et d'être très réactif par rapport à tes clients. Donc tout ça, oui, ça amène à des projets, des multiples projets d'automatisation. Après, autant il y a quelques années, c'était des projets d'automatisation énormes et installaient des énormes cathédrales, donc c'était plutôt réservé à des gros acteurs. Aujourd'hui, tu peux te permettre de mécaniser ou d'automatiser tel ou tel bout de la chaîne, et c'est des systèmes qui sont beaucoup plus flexibles et beaucoup plus abordables aussi. Ok, écoute, c'est hyper intéressant parce que nous, on le voit de l'extérieur, on a vraiment l'impression que ça prend une place, mais il y a quelque chose que tu nous as dit qui est hyper intéressant, c'est que malgré cette automatisation qui avance, on a une pénurie de candidats ou c'est ça, d'opérateurs logistiques. Donc il y a un vrai problème un problème, je sais pas, mais en tout cas, il y a de l'emploi dans le secteur, c'est vrai, donc ça recrute encore dans le secteur malgré cette robotisation. Oui, 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 parce que enfin, après, on va rentrer plus sur des côtés philosophiques et macroéconomiques. Mais non, non, enfin, le secteur logistique et le besoin logistique grandit. Enfin, t'as tout le e-commerce qui amène d'énormes besoins en logistique. Et après, c'est les métiers qui se transforment aussi, en fait. On a plutôt tendance à voir d'un mauvais œil l'automatisation parce que la première remarque, c'est qu'elle a plutôt tendance à piquer des emplois aux humains, mais l'automatisation, elle est là aussi pour remplacer un certain nombre de tâches pénibles. Ouais. Et Dieu sait si on en a des tâches pénibles dans les entrepôts avec des ports de charge, des déplacements de charge, etc., où
enfin voilà, moi les opérateurs qui font ça, je suis admiratif, mais ils sont cassés assez rapidement. Donc l'automatisation et la mécanisation, c'est aussi venir remplacer la force humaine quelque part, mais pour rendre les tâches moins pénibles. Et ce qui permet, alors évidemment avec de la formation, etc., mais de donner d'autres emplois à ces personnes-là. Ouais, je te rejoins vraiment sur ça parce que je me rappelle j'avais regardé un Zone Interdite il y a 2 ans qui était horrible. C'est les mecs dans les entrepôts, des opérateurs logistiques qui soulevaient les matelas et les énormes matelas sur leur dos. Et le mec, il dit, mais j'en prends 80 par jour. Et là, tu vois, il y a sûrement un consultant logistique, je sais pas, c'est pas toi qui est passé par là, et, C'est pas moi, et qui leur a vendu une machine, un automate qui soulevait les matelas, tu vois. Et les c'est mecs, ça. en fait, mais ils étaient là, mais ça y est, ça change notre vie. Et je trouve que c'est intéressant si le robot vient pas remplacer les Ouais, postes. supprimer, ouais. Tu le subis pas, c'est plus un compagnon finalement qui vient t'aider à Ouais. justement éviter les tâches pénibles. Tu l'as hyper bien expliqué. Bah alors ça, écoute, c'est ce qu'on appelle la cobotisation. Ok. T'as la mécanisation, l'automatisation, la robotisation, et Ok. après, quand le robot vient travailler en collaboration avec l'humain, tu vois, c'est un mot valise, la cobotisation. Et tu vois, on a vu aussi, alors forcément nous on le voit c'est dans les médias classiques, hein, mais tu avais le fameux exosquelette qui venait aider les manutentionnaires, opérateurs à justement manipuler des colis. Enfin, je pense que tout ça, bon, peut-être qu'un jour ça nous remplacera définitivement. Je pense qu'on n'y est pas encore, mais en tout cas pour l'instant, j'ai l'impression que c'est aussi là pour aider les gens à vraiment cette pénibilité. Je crois que c'est important. Ça. Est-ce que c'est important cette pénibilité? C'est un retour que tu as des équipes ou est-ce que on s'y fait? Bon, c'est comme ça a toujours été comme ça. Ah bah écoute, enfin là aussi on va être sur du sur du philosophique, mais c'est vrai que le gros avantage, enfin moi j'ai fait 2 secteurs, donc tout ce qui est grande distribution et après la logistique, où heureusement qu'ils sont là parce que ça permet de donner des emplois à des personnes peu qualifiées ou sorties du système, etc. Donc oui, c'est l'un des avantages. Mais c'est vrai que du coup, ouais, enfin les tâches qu'elles font et à chaque nouvelle mission, quand je vais dans les entrepôts, etc., des clients, enfin, je rencontre des gens qui ont des vraies tâches et des vrais travaux pénibles, malgré toute la bonne volonté des responsables, etc. Mais Ouais, donc, si je peux résumer, quand même, c'est bien qu'il y ait des filières de formation en logistique parce qu'il y a de l'emploi. Les tâches sont un peu moins pénibles grâce à cette robotisation, mais en tout cas, il y a de l'emploi. En plus, ce qui est bien, apparemment, il y a de l'emploi pour les personnes un peu moins qualifiées. Et j'ai l'impression aussi, d'ailleurs, quand je regarde ton parcours, qu'on peut progresser en interne. Si j'ai bien compris, t'es arrivé au début, on t'a confié une petite partie de magasin, puis tu finis rapidement responsable. Donc, est-ce que tu penses que c'est un secteur, on peut vraiment dire aux gens qui nous regardent, vous pouvez évoluer si vous bossez bien et si vous êtes impliqué. ouais, ouais, complètement. Je pense que c'est l'un je sais pas, là, des seuls ou des derniers secteurs, mais où tu peux facilement évoluer au sein des boîtes, que ce soit chez les prestataires logistiques ou en interne chez les clients. Enfin, moi, j'ai croisé pas mal de responsables d'entrepôt ou de chefs d'équipe qui étaient effectivement d'anciens voilà, employés ou d'anciens préparateurs de commandes. Donc oui, oui, c'est plutôt assez répandu. Enfin, j'ai toujours une anecdote aussi là sur la sur la logistique et sur la technicité de la logistique de manière globale. Donc comme je disais, moi j'ai pas fait du tout d'études logistiques, et quand j'ai monté l'entrepôt pour tout ce qui est les articles non alimentaires chez Lidl, j'ai recruté donc des cadres logistiques pour animer les différentes fonctions. Et j'en ai recruté un qui, pour le coup, lui était, enfin, c'était vraiment une tête et une pointure sur la théorie de la logistique. Enfin, il avait fait, je crois qu'il était pas loin du doctorat en logistique, et donc il me parlait logigramme en spaghetti, tous les termes voilà, qui vont bien et qui sont nécessaires. Et un jour, alors un peu par provocation, hein, je dois l'avouer, mais je lui dis, mais enfin, écoute, de toute façon, la logistique, c'est que du bon sens, c'est rien de plus. Et là, je l'ai fâché. Mais voilà, ceci dit, il y a quand même une grosse partie, la logistique, c'est une grosse partie de mon sens quand même.
je sais qu'il y a une partie, on en a discuté très rapidement au téléphone. Tu m'as dit qu'aujourd'hui, il y a l'externalisation de la logistique qui est essentielle dans ce métier. Et c'est vrai que je t'avais dit, bah écoute, tu vas m'expliquer ça parce que l'externalisation, c'est très varié sur le secteur. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour toi l'externalisation logistique, pardon, en quoi ça a des points forts, peut-être des points faibles. Qu'est-ce que tu voulais nous partager à ce niveau-là? Bah, effectivement, tu vas avoir, comme pour le transport, même si le transport c'est quasiment à 100% externalisé aujourd'hui. T'as plus beaucoup de boîtes, sauf erreur de ma part, mais qui font elles-mêmes leur transport. Mais voilà, pour adresser ta logistique, tu vas pouvoir le faire en interne, donc développer tout ton réseau logistique, tes entrepôts, etc. Ou alors tu peux déléguer et confier ça à un prestataire logistique. Donc t'as un certain nombre euh, d'acteurs sur le marché dans tous les secteurs d'activité et puis surtout de toute taille, hein, de la petite PME jusqu'à la multinationale. Je vais pas en citer parce que je vais en oublier. Bon, on a tous des refs, notamment parce qu'on voit leur nom sur les camions de gros acteurs de l'externalisation logistique. Donc là, c'est comme je te parlais tout à l'heure de l'automatisation. Là aussi, t'as pas de vérité générale. Je vais pas te dire oui, la meilleure façon la meilleure façon d'opérer sa logistique, c'est de l'externaliser ou c'est de l'internaliser. Ça dépend vraiment de son contexte, de ses objectifs et de ses besoins. Mais c'est vrai que l'externalisation permet quand même quelque part de te concentrer sur ton cœur de métier, donc sur ta partie produit, client, marketing, relations clients, et de confier ta logistique à quelqu'un qui va avoir l'expertise et l'expérience. Comme je disais juste avant, souvent ils sont spécialisés dans tel ou tel domaine d'activité. Donc c'est intéressant de confier sa logistique à quelqu'un qui maîtrise vraiment ton domaine d'activité. Et c'est vrai que par rapport à toutes les défis, les challenges l'évolution future qu'on voit dans la logistique, ça devient quand même de plus en plus complexe. Il faut être de plus en plus flexible, respecter de plus en plus de normes, etc. Donc l'externalisation, je pense quand même, est une réponse de plus en plus pertinente pour adresser ta logistique. Ouais, et justement, tu m'as enlevé les mots de la bouche, j'allais te parler, et en plus la flexibilité. Parce que, je comprends vraiment il y a pas comme tu dis, je pense qu'il n'y a pas de meilleure option, mais c'est vrai que quand tu externalises ta logistique, effectivement, tu peux diminuer le flux, tu peux l'augmenter, c'est moins compliqué quand c'est tes équipes ou ton entrepôt en propre. Moi, j'avais, même nous, dans le transport, on avait aussi dans le transport routier, notamment, moi, donc je t'avais dit, je suis passé chez Epner, il y a quand même un moment, les quais, ton entrepôt il est plein. Donc puis le problème quand il est plein, c'est un bon problème, faut trouver un autre entrepôt, mais des fois il est pas assez rempli. Et c'est vrai que C'est ça. l'externalisation, ça peut aussi permettre à certains, comme tu dis, si tu as des volumes qui sont un peu fluctuants, de payer au volume. Tu payes effectivement à la commande, tu payes au colis, etc. Donc ça permet, oui, de variabiliser vraiment ton activité. Alors ça a aussi des inconvénients, hein. Comptablement, des fois, il vaut mieux investir et se monter un super entrepôt à avoir en propre plutôt que d'avoir des coûts variables. Mais moi, Mais vas-y, ouais. excuse-moi, je suis désolé de te couper, j'allais rebondir dessus parce que je vends l'externalisation, mais tu sais que quand j'avais ma société d'import, Kaolan, on importait des conteneurs de Bali et j'avais des tarifs pour externaliser et finalement on avait internalisé. Donc on avait notre propre logistique, on avait un terrain sur lequel on recevait les conteneurs. Donc j'ai internalisé. Bon, je t'avoue que des fois c'était un peu compliqué, d'accord, quand on recevait 2 conteneurs de suite et qu'on n'avait pas la place, qu'on n'avait pas assez vendu, mais on avait la main dessus. Donc c'est pour ça que je suis vraiment, je vends les deux, tu vois. Et ça dépend de ta typologie de produit, aussi ça dépend aussi du flux. Je pense que si tu as du in et out, ça rentre, ça sort, t'as peut-être pas besoin de beaucoup de place. Si tu as besoin de stockage, t'as peut-être besoin. Ouais, je pense qu'il faut étudier au cas par cas. De toute façon, tu l'as dit, chaque cas est différent. Quand je t'ai demandé un peu ce que tu faisais, tu m'as dit on va sur place et puis on voit ce qui convient.
Ah oui, à chaque fois, tout comme je te disais tout à l'heure, il y a aucune mission qui se ressemble, mais il y a aucune non plus préconisation qui Mhm. se ressemble. Enfin, ça serait simple hein, de tout avoir sur étagère et de dire bah, tiens, client A, je vais prendre la solution B, client, enfin, etc. Mais bon, d'un autre côté, on aurait beaucoup moins besoin de nous. Ouais. Euh, donc non, non, chaque situation, même chez un même client, il m'est arrivé régulièrement de faire plusieurs missions différentes chez un même client, mais selon la situation, selon le besoin, selon sa problématique, bah, tu vas venir apporter des réponses différentes. Ok, bon écoute, non, c'est hyper intéressant. Euh, Avant même de, bon, on a encore une petite dizaine de minutes ensemble. Il fallait quand même qu'on parle de LinkedIn. Bah c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'on s'est croisés sur LinkedIn. Moi, j'ai vu tes posts et franchement, déjà, je te remercie. Je remercie vraiment sincèrement tous les gens qui font des posts attractifs. Parce que moi, je scroll LinkedIn, j'aime liker et vraiment, il y a quelques mois, je me disais, mais bah, j'avais du mal à liker j'aime bien quand il y a un peu de carrousel, des visuels, et en fait, ce que tu fais toi et d'autres, franchement, c'est cool. Donc, merci pour ton partage d'infos logistiques. En général, tu fais des petits carousels, c'est ça? Combien de temps, alors, je pose une question, combien de temps ça te prend? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes faire? Est-ce que c'est pour te ramener des clients? Est-ce que c'est un peu des deux? C'est quoi l'objectif un peu de ta présence? Bah écoute, enfin, j'aime ça. Je prends un plaisir à le faire parce que sinon, je pense que c'est même pas, enfin, il faut même pas se lancer si c'est une contrainte, parce que effectivement, comme tu dis, ça prend quand même du temps. Alors j'essaye d'être de plus en plus performant dans l'écriture des posts ou dans la création des carousels, etc. Mais voilà, j'ai quand même du mal à passer en dessous de 1 heure pour sortir un post. Donc non, non, c'est un vrai plaisir. Au début, c'était un peu, je l'ai un peu fait par curiosité, et c'est aussi en fait cette volonté vraiment de partager et de vulgariser sur la logistique. Enfin, à côté de ça, à côté de mon activité principale de consultant, j'interviens aussi à l'université de Lille sur des modules de logistique. Donc, faire découvrir aux étudiants en licence et en master la logistique, et puis enfin leur expliquer tous les concepts et toute l'organisation de la logistique. Donc, c'est vraiment moi cette ouais, j'allais dire ce besoin et cette mission de partager sur la richesse de la logistique et de vulgariser la logistique. Donc c'était aussi un peu cet objectif sur LinkedIn. Donc je l'ai fait voilà par curiosité, par plaisir. Et puis après tu te prends au jeu. Enfin, ça réagit. Comme tu disais effectivement on découvre plein d'autres profils intéressants et c'est comme ça qu'on s'est connus nous aussi. Derrière, tu transformes par des rencontres en physique et puis voilà, tu t'enrichis mutuellement. Donc ouais, donc tu te prends au jeu. Et il y a aussi, enfin, ne nous cachons pas l'aspect commercial. Hein, c'est aussi un moyen d'avoir des entrants en mission. Alors enfin, je pense pas avoir signé une mission directement 100% grâce à LinkedIn parce que la personne m'aurait vu, etc. Et voilà, j'aurais fait un lead par ce biais-là. Mais en tout cas, ça permet d'enclencher des contacts, de montrer son expertise et son intérêt pour le domaine. Non, bah, je suis bon, déjà à 100% aligné. C'est marrant quand tu me dis que tu voulais mettre la logistique en avant et la vulgariser pour les gens. Ben, c'est vraiment ce qu'on veut faire à Cargo Family. Donc, on est au bon endroit, hein. En tout cas, on va le faire. Et il faut aussi alors quand même, suivez Clément sur LinkedIn. Franchement, je te fais un peu de pub, mais vraiment, tu as fait le meilleur post de l'année. Clairement, le post sur le Père Noël. Allez le chercher, le post sur le Père Noël génial. Et en plus, tu m'as nommé dans le gouvernement LinkedIn comme, je crois, ministre de la communication. Voilà, j'étais obligé d'en parler. Eh oui, Mais t'as eh oui. raison, parce que les mecs du marketing, là, s'ils nous écoutent, ils sont toujours en train de faire leur classement entre eux. Alors, on n'est pas jaloux, ok? Nous aussi, on fait notre classement transport logistique. Donc, Non, non, et je me dis que qu'on a besoin d'efficacité et d'efficience en France, et donc il faut des acteurs logistiques pour amener ça. voilà, je pense qu'on pourrait faire des bonnes choses.
au Conseil des ministres. Non, et c'était l'idée, comme tu disais, hein, c'est vrai que j'avais un peu le même constat, on en avait échangé, mais il y a encore peut-être 1 an et demi, 2 ans en arrière, ouais, t'avais du mal à trouver des gens qui parlaient de logistique et des experts ou des passionnés sur LinkedIn. Et maintenant, il y en a de plus en plus. Donc, c'était aussi l'idée un peu de mettre en avant tous ces profils-là et puis de les faire découvrir à tout le monde. Et je suis persuadé qu'il y a encore des dizaines de profils que je connais pas. Voilà. Et il faut qu'on s'enrichisse là-dessus. Ouais. Bon, c'est hyper cool. Et moi, dernière chose sur LinkedIn, je suis un peu pareil. Moi, j'ai commencé un peu au hasard aussi. Et comme toi, je me suis pris un peu du jeu et c'est vrai que c'est hyper cool. Et même au niveau commercial, moi, ça m'a servi. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça mène pas des clients, alors peut-être qu'on va pas les chercher, mais ça m'a ouvert des portes. C'est-à-dire que quand j'allais voir les gens, quand j'allais leur parler, ils me disaient, ah, Ouais. on connaît. Donc à l'époque, moi, c'était Blue Skills, le cabinet de recrutement. Aujourd'hui, c'est Cargo Family. Euh, voilà, ils disent, ah bah c'est bon, on te connaît, donc on ouvre la porte plus facilement. Mais ça veut pas dire que tu as signé un contrat. Je suis assez d'accord avec toi. J'ai du mal à croire que c'est une machine à lead. Je pense qu'on nous vend pas mal de bullshit à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça permet de se faire connaître. On voit nos têtes et on ira plus facilement discuter. Je suis C'est ça, ouais, tout à fait. assez aligné là-dessus. Ouais, tout à fait. Bon, bah, Donc non, donc j'encourage les gens à partager, enfin que ça soit dans la logistique, dans le conseil ou autre, mais à partager leur expertise, parce que moi je suis persuadé que tout le monde a des choses à dire et de la valeur à amener, donc ouais, à partager sur LinkedIn. Bon, bah, de toute façon, on se reverra là-dessus, là-bas, très rapidement. Bah, écoute, moi, on a presque fait le tour. La dernière question que j'ai pour toi, bah, c'est quoi la suite pour toi, Clément? Peut-être dans 1 an, dans 5 ans, est-ce que tu penses, est-ce que tu sais pas encore? Tu vas te laisser bercer par les opportunités? Est-ce que tu sais tout de suite où tu vas aller? C'est quoi la suite dans 5 ans, dans 10 ans? Ah, là, tu me demandes de voir loin. Là. Non, toujours dans le secteur de la logistique. Comme je t'ai dit, je suis tombé dedans. Je pense que je le quitterai pas de sitôt. Après, j'ai vraiment envie de creuser enfin, on a parlé un peu d'externalisation. J'ai vraiment envie de creuser enfin, pas cette formule, mais cette expertise et d'accompagner les clients, parce que je sais qu'il y a beaucoup de clients qui ont des besoins d'accompagnement là-dessus, et notamment les PME qui ont un peu moins l'habitude d'être accompagnés, ou en tout cas qui se disent que c'est pas forcément pour elles. Donc l'objectif là sur l'année ou l'année suivante, c'est d'essayer de packager une offre autour de l'accompagnement, autour de l'externalisation logistique. Ok. Bon, L'un des gros objectifs à court moyen terme. bon, bah, écoute, on te souhaite plein de bonnes choses en tout cas pour cette nouvelle année parce on est en janvier 2025, donc plein de bonnes choses. Moi, je te remercie encore vraiment d'être passé. C'était vraiment déjà sympa, enrichissant. En plus, forcément, la barbe, on devait te faire venir. Eh oui. Et la marque. Et non, vraiment, sincèrement, merci. À très bientôt, Clément. Et le podcast complet sera disponible sur Cargo Family, donc média, et sur la chaîne YouTube. Et puis suivez-nous, suivez Clément, suivez Cargo Family. Il y a plein de podcasts qui arrivent, la logistique, du transport, de la douane, du conseil, enfin tout le domaine supply chain. Donc à très bientôt. Salut Clément. Eh ben, un grand merci à toi, Mathieu, et longue vie à Cargo Family, alors, parce qu'il y a besoin d'un podcast dans la logistique. Merci.